Bonjour, donc à nos auditeurs. Vous êtes ici dans les locaux de l'Institut des Libertés et on va parler de votre dernier livre, que vous appelez Monsieur Yves Pérez, et sur les vertus du protectionnisme. Alors, vous avez été un enseignant à la faculté catholique d'Angers. L'Université catholique de l'Ouest Angers, oui. Angers. Ensuite, maintenant, vous continuez à enseigner à Saint-Cyr. Et vous réfléchissez beaucoup sur les problèmes, dans le fond, non pas de rentabilité, mais de sécurité économique. Oui, enfin, sans exclure la rentabilité, bien sûr, mais en essayant de trouver un équilibre entre les deux. Entre les deux. L'idée de base étant que, dans le fond, une hyper-spécialisation, c'est un pas vers le danger. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et des événements récents, avec la pandémie, nous ont montré que ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Et donc, c'est une idée intéressante parce qu'elle rejoint un peu une idée que j'aime bien, qui était celle de... Il y a le directeur administratif et financier qui nous quitte, là. C'est le chien. Une idée d'un homme que j'aime bien et qui s'appelle Nassim Taleb. Nassim Taleb, et c'était cet homme qui a inventé un certain nombre de notions que je trouve très intéressantes. Et l'une des plus intéressantes, c'est la notion de fragilité et d'antifragilité. Ce que dit Nassim Taleb, c'est qu'il y a des actifs qui sont fragiles, ce qui ne veut rien dire de négatif pour lui, mais ça veut dire qu'ils sont parfaitement adaptés à leur environnement, comme les diplodocus avant la chute de la comète, si vous voulez, ils sont heureux comme tout va bien. Et puis vous avez les actifs antifragiles qui sont en général moins performants, mais qui peuvent résister s'il y a un gros pet. Et donc vous dites, il faut quand même que la stratégie économique d'un pays évite une trop grande fragilité du pays et qu'on intègre des éléments d'antifragilité. Est-ce que j'ai bien compris votre livre? Ça me paraît, ce qui est bien sûr quelque chose qui peut intéresser les militaires, parce que c'est un... Oui, mais pas que. Mais pas que. Mais oui. Mais ça doit intéresser les politiques au premier abord. Parce que les politiques devraient être les premiers à réfléchir sur le long terme. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, je ne peux pas m'empêcher de penser à De Gaulle, Pompidou, qui ont installé tout le système nucléaire français pour rendre la France moins fragile. À ce temps-là, on pensait à 30-40 ans. On pensait à 30-40 ans, on voyait ce dont on avait besoin après. C'est autre chose. Mais à l'époque, oui, on pensait à 30-40 ans, ne serait-ce que le temps d'investissement dans les centrales nucléaires, de construction des centrales, du parc nucléaire français. Oui, on peut dire que De Gaulle et Pompidou ont pensé à 30-40 ans. Donc ils ont... Et on en bénéficie aujourd'hui. On en bénéficie aujourd'hui, et du coup, ça a évité à toute une partie de cette génération de penser à 30 ou 40 ans. Donc on se retrouve dans une situation très curieuse où vous savez, c'est la vieille plaisanterie dans les familles qui ont réussi, c'est-à-dire qu'il y a une première famille qui fait la fortune, une deuxième qui la conserve, la génération d'après, et la troisième qui fait n'importe quoi. Je n'ose pas dire, mais ça pourrait ressembler à ça. Je suis très prudent de ma formulation. Dites-le, vous ne faites pas de souci. On peut dire ce qu'on veut ici. Ça pourrait être ça. Ça pourrait, parce être ça. On a vu quand même une espèce de dégradation chez nos hommes politiques de la capacité à raisonner à long terme qui est très étonnante. Je pense que... Alors, il y a aussi un autre facteur qui n'est pas directement lié, qui est indirectement lié. C'est qu'on s'est habitué à dire, il y a toute une génération d'hommes politiques depuis les années 80, au fond, que la solution passe par l'Europe. Oui. Et on sait très bien que souvent, les solutions européennes ne marchent pas ou marchent mal, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts à l'intérieur de l'Europe. Et puis parce que ce n'est pas un pays. Parce que ce n'est pas un pays, il n'y a pas de solidarité nationale, il y a des alliances, et comme disait Talleyrand, les alliés, on peut en changer, donc il n'y a pas de permanence. Pays, comme disait Lord Salisbury, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Des intérêts. Résultat, on s'est déshabitué à l'idée de penser solution nationale. Vous avez parfaitement raison. Alors que, moi je dis toujours, parce que un journaliste que je ne citerai pas, qui m'avait interviewé, je ne me permettrai pas de le citer, m'avait dit, mais enfin aujourd'hui on ne peut plus dans le monde actuel, la France est trop petite. Objectivement, la France de 2020, elle est ni plus petite ni moins puissante que celle des années 70. Je crois pas. Enfin, vous êtes, je crois, mon aîné, mais je crois pas que... Enfin,
autant que je m'en souvienne, j'étais bien jeune dans les années 70, je passais mon bac, mais je n'ai pas l'impression que la France d'aujourd'hui soit tellement moins puissante qu'elle n'était alors, qu'elle était à cette époque en tout cas. Hein. Par contre, ce qui a changé, c'est le regard, c'est la perception des élites. C'est-à-dire, je crois que c'est une espèce de paresse. On a l'impression qu'on ne peut plus faire quelque chose si nos alliés européens, nos partenaires européens ne font pas. Alors si c'est ça, ben on attend, on recommence, on va les convaincre de faire... Voilà. Il y a plein de sujets comme ça. Il y a plein de sujets. Ce que vous dites est très intéressant parce que ça veut dire que ça justifie une certaine paresse. C'est-à-dire que le politique français dit, écoutez, je veux bien, mais finalement, il faudrait que ce soit décidé à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il se défausse. Voilà. C'est comme si on avait besoin de la légitimation de Bruxelles pour faire quelque chose. Alors que Bruxelles n'a été élu par personne. Absolument et donc, pas. il ne représente pas les intérêts du peuple français. Ce qui amène à une question intéressante, puisque vous êtes aussi, vous connaissez bien le droit, c'est qu'on a remplacé, dans le fond, dans tous nos pays, la légitimité qui venait du peuple par la légitimité qui venait des tribunaux, qui étaient à l'extérieur. Et c'est une autre perte extraordinaire. C'est le gouvernement par les juges, ce qui qui n'était pas dans la tradition française. Surtout Gaulliste. Et surtout Gaulliste, évidemment. Détestait le gouvernement des juges. C'est ce que le général pensait de ça. Mais il l'avait dit à plusieurs reprises avec la force qu'on lui connaissait. Donc, oui, ça a été une substitution. Ça a été une substitution. Avant, quand il y avait un problème grave, on disait on va consulter le peuple. Et maintenant, on dit on va demander à Bruxelles si on peut le faire, quoi. Ou à la Cour de Luxembourg si on a le droit de le faire. Et si c'est non, ben c'est non. On reformulera notre demande autrement. Et ça induit une passivité profonde. Et là, j'ai vu que c'était tombé sur l'histoire du temps de travail des militaires. Des militaires, vous avez vu ça? Alors évidemment, si cette décision, enfin cette législation, disons, venue de Bruxelles passe, on va avoir bientôt une armée à temps partiel, parce qu'il ne faudra pas l'utiliser... Et si on est envahi à 5h du soir, ils sont en train de prendre le thé, quoi. Bah écoutez, moi, je me souviens que de l'interview, alors c'était, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision française, ils interrogeaient un colonel de para allemand. Colonel de para. Donc en principe des troupes d'élite. Ah oui. Qui était en Afghanistan. Et alors il disait deux choses. Il disait, le soir à 6h, on rentre dans notre campement. Pas d'opération après 6h le soir. Bon. Et deuxième chose, si on est accroché par les talibans, je mets mes hommes à l'abri. J'ai une ligne directe avec Berlin, que ce soit nuit et jour, mais enfin c'était surtout pour le jour. Je téléphone à Berlin pour savoir si on peut riposter ou pas, par crainte des effets collatéraux. Parce que le gouvernement allemand ne voulait pas entendre qu'il y avait eu des civils tués en Afghanistan à cause d'un tir de l'armée allemande, etc. Alors vous imaginez, si on emmène des soldats à des milliers de kilomètres de chez eux pour leur dire, bon, à 6h le soir, c'est fini, il faut rentrer chez vous. Et puis, si jamais on vous tire dessus, vous vous mettez à l'abri, puis moi, colonel, je demande à Berlin si j'ai le droit de riposter. On se demande pourquoi envoyer des troupes à l'étranger. Je veux dire, de certaines façons, c'est une vraie question. Elles sont pas très efficaces, c'est ce qu'il y a de certain. Alors, je dis pas que c'était des mauvais soldats, hein, mais ils sont, enfin, j'en sais rien, je sais pas, mais enfin, ils sont quand même... C'était pas des soldats. Mais d'une certaine façon, voilà, enfin, je veux dire... Bah, c'est un peu, enfin, d'après ce que j'ai compris... ça m'avait stupéfié. J'étais stupéfait par ça. C'est un peu ce qui s'est passé au Bataclan. Apparemment, il y avait des gens qui étaient en face du Bataclan qui auraient pu intervenir à n'importe quel moment, et on leur a donné l'ordre de ne pas intervenir. Pourquoi? Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où on refuse, dans le fond, la mission essentielle de l'État, qui est de faire régner l'ordre et d'avoir le monopole de la violence légitime, eh ben... ça part en autre boudin, quoi. Et donc, votre thèse, c'est que dans le fond, cette précaution étatique et ce désir du long terme doit aussi avoir lieu en économie, ce qui vous amène à préconiser d'avoir une certaine forme de protectionnisme, ou du protectionnisme. Oui, alors, bien évidemment... C'est un mot merveilleux, protectionnisme, parce que le nom est incroyable, tout le monde veut être protégé. Donc, si vous voulez, c'est très porteur comme message. C'est un peu comme la sécurité sociale. C'est un nom. Là aussi, on a oublié. Génial. Hein, moi, dans mon bouquin, je reviens sur les crises du passé, sur le fait que la France a été grosso modo protectionniste des années 1873-74 jusqu'à, à mon avis, 74, c'est-à-dire pendant un bon siècle.
la vraie rupture, c'est pas 1958, selon moi. C'est d'ailleurs ce que disait Maurice Allais avant moi, hein, donc un prestige très grand. C'est 74, parce qu'en 74, on va accepter finalement de s'intégrer dans l'Union européenne d'une façon plus large. Avant, on était dans une union douanière dont on gardait notre totale souveraineté. Dont on a bénéficié, mais voilà, on gardait notre souveraineté. À partir de 74, on va beaucoup plus loin. Hein, et on va aller dans le sens qu'à l'époque, le président Giscard d'Estaing voulait imprimer. Hein, c'était pas un secret d'État. Et là, on a commencé à mettre la main dans un engrenage. Et dans un engrenage qui nous a été de plus en plus défavorable. Il a fallu renoncer aux aides de l'État pour développer certaines industries. Or, comment le général de Gaulle et Pompidou ont développé le nucléaire, l'aérospatial, etc. Ils l'ont développé parce qu'il y a eu des aides importantes de l'État. Il fallait développer des industries nouvelles. À l'époque, il y avait François Peyroux, qui était l'économiste emblématique de cette génération-là, qui disait il faut développer les industries nouvelles. Et pour développer les industries nouvelles, il faut faire ce qu'il appelait des paris sur structure neuve. Autrement dit, le nucléaire, il n'existait pas. Civil et militaire, les deux. Alors, comme on a dit, on voulait le nucléaire militaire, le général le voulait, mais il y avait aussi le nucléaire civil. Il fallait bien investir, et on a investi à l'époque de façon importante. Non, on ne pouvait pas créer ça comme ça. Il a fallu créer une industrie informatique. Alors on sait qu'elle a eu un destin qui n'était pas très heureux. Pas très heureux. Mais ça ne veut pas dire que les paris de l'État réussissent tous. Voilà. De temps en temps, il y en a qui se plantent. Tous les paris ne réussissent pas. Mais il y en a un ou deux qui ont réussi en France. L'aérospatial, ça a plutôt été positif. Le nucléaire aussi. À l'époque, à la fin des années 50, la France n'avait pas tout ça. Donc il y a eu une volonté politique et une mobilisation de ressources nationales sur la durée. Et on a réussi à créer un relatif consensus qui est maintenant brisé, mais un relatif consensus à la fois sur le nucléaire militaire et sur le nucléaire civil. Qui a été un peu comme la politique familiale. La politique familiale de 1945 à François Hollande a été acceptée à peu près par tout le monde, à droite, à gauche. C'était une performance. Hein. France a fait un consensus national sur 50 ans. D'ailleurs, notre démographie en a bénéficié pendant un grand moment. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être moins évident. Et François Hollande a changé la donne quand il a décidé d'indexer les aides à la naissance des enfants en fonction du revenu. Ce qui était une erreur. Alors qu'en 1945, on a dit, des communistes aux gaullistes, tout le monde a dit il faut des petits Français, des petites Françaises, et peu importe qu'ils naissent à Neuilly ou qu'ils naissent à Billancourt, ça sera des petits Français, des petites Françaises, ce qui était une vision nationale et de long terme, quelque part, là aussi. C'était la vision de Sauvy, un peu. C'était Sauvy. Il y avait quand même il y a eu quelques belles pointures. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Sauvy. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour... Donc, et en plus, il y a eu un mouvement de la part des élites. On a créé à ce moment-là, par l'intermédiaire un petit peu de ce qu'on peut appeler le corps des mines, enfin, vous savez, la Polytechnique, il y avait quand même toute une série de gens qui étaient plus remarquables depuis Guillaume jusqu'à... qui étaient des serviteurs de l'État, qui n'ont pas... Mais qui étaient aussi avec un esprit d'entreprise. Avec un esprit d'entreprise, et qui étaient comme je les appelle les moines soldats. Ils étaient comme des moines soldats. Ils avaient vraiment... Ils cherchaient pas à gagner de l'argent, mais ils cherchaient à porter la grandeur de la France. C'était quelque chose d'étonnant. Ah bah Guillaume en était un bel exemple, hein, c'est clair. Guillaume était un exemple. Alors après, tout le monde s'est moqué de lui à cause de l'histoire des avions nifleurs. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Enfin, moi, j'ai pas toujours saisi ce qu'il y avait derrière, mais je crois qu'à l'époque, il s'était planté. Ça arrive à tout le monde de se planter, même aux ex-mines. Bon, mais n'empêche que l'homme a joué un rôle positif. Il a joué un grand rôle, quelque part. Un grand rôle positif. Et donc, on a eu cette génération de ces moines soldats qui voulaient relever la France un petit peu de sa défaite contre l'Allemagne et de la ramener dans la cour des grands, etc. Et vous dites qu'à partir de 1974, donc, on a accepté cette ouverture. Et il y a une... Alors, pas acceptée, elle nous a été un peu imposée. Tout simplement parce que ça coïncidait avec l'arrivée des Britanniques dans l'Union européenne. Hein, et les Allemands ont profité de l'arrivée des Britanniques dans l'Union européenne pour accentuer la dimension libre-échangiste de l'Union européenne. Pas oublier, quand se crée l'Union européenne en 1956, on met un tarif extérieur commun. Alors, pour les produits agricoles, ça donnera le marché commun agricole. Oui, qui a été un peu un désastre. Bon. Ça.
à terme. Enfin, au départ probablement pas. Ça a été positif. Après, on n'a pas su peut-être le gérer dans la durée. Ah ben ça, c'est une autre affaire. Et puis, de l'autre côté, il y avait un tarif extérieur commun pour les produits industriels. C'était d'ailleurs ce que réclamait Maurice Allais, d'ailleurs, qu'on le maintienne. Qu'on fasse une zone... Voilà. Pour que Oui, Maurice Allais disait il vaut mieux une protection à l'échelle de l'Europe que purement nationale. Ce qui paraît, c'est évident. C'est évident. On ne peut être que d'accord avec lui là-dessus. Par contre, l'idée de supprimer toutes les barrières, c'est ce qui s'est fait progressivement. On a désarmé progressivement les choses. On n'a plus le droit de développer des politiques industrielles. Résultat, on a vu les résultats, c'est que la France est désindustrialisée, on a vu la part de l'industrie dans le PIB français qui n'a pas arrêté de chuter. On est aujourd'hui à peine à 10%, je crois, si je ne me trompe, alors que l'Allemagne reste à plus de 20%. Je crois que l'une des raisons aussi, ça a été l'euro. Parce que ça, si vous mettez un taux de change fixe entre des pays qui ont des productivités différentes... Et en plus, le taux de change de l'euro a été fixé en faveur de l'Allemagne. C'est-à-dire que, alors pour les Allemands, ils auraient préféré un taux de change peut-être un peu plus élevé encore, mais pour nous, les pays latins, on était asphyxiés. Et donc, c'est comme s'il faut courir derrière il faut courir 10 000 mètres derrière le Kenyan champion du monde, et on va s'asphyxier à mi-parcours, quelque part. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais expliqué. J'avais écrit un livre qui s'appelait Des lions menés par donc j'expliquais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne, et que c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est dans une situation impossible, mais en même temps, il se passe un phénomène curieux, c'est que l'euro a favorisé le maintien en Allemagne de toute une série d'activités qui ne devraient plus être en Allemagne, mais qui a été maintenue parce que le taux de change est artificiellement bas. Et donc, oui, puis ça a avantagé probablement les vieux secteurs, ou les syndicats restent puissants. Et donc, ce qui va se passer, c'est si jamais un jour on retourne à des prix de marché pour nos taux de change et nos taux d'intérêt, l'Allemagne va se retrouver encombrée de tas de secteurs où elle n'est pas compétitive. Donc, nous, on a bouffé notre pain noir, mais les pains noirs des Allemands, parce qu'on n'a plus d'industrie, mais le pain noir des Allemands, il est peut-être devant eux. Alors la question, c'est qu'en attendant... nous, on en prend plein la tête. On en prend plein la tête. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a littéralement créé, on a arrêté de protéger les entreprises françaises contre le reste du monde, mais on les a livrées pieds et poings liés à la concurrence allemande. Ce qui est une double erreur stratégique incroyable. Quand on voit les sources du déficit extérieur français, sur les 60 milliards d'euros de déficit annuel de notre balance commerciale, il y a l'Allemagne et la Chine. C'est les deux pays qui nous taillent des croupières. C'est-à-dire qu'ils font à peu près à eux seuls pas loin des 2/3 du déficit français. Le reste, on a des fois des déficits avec l'Italie ou avec les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, c'est parce que c'est un pays d'importation, donc c'est classique, dans toutes les manuels d'économie, on apprend ça, c'est un pays d'importation, donc... c'est une plateforme de trading, quoi. C'est pas en soi qu'on est moins compétitif que les Néerlandais. Donc, pour le reste, par exemple avec les États-Unis, on est souvent excédentaire, avec la Grande-Bretagne aussi. Hein. C'est avec deux pays où là, vraiment, on se prend des baffes, quoi, pour parler très trivialement, mais des baffes. Et évidemment que le taux de l'euro avantage l'Allemagne et sa zone, sa mini-zone de Deutschmark à l'intérieur de l'euro, quoi, son clan, hein, c'est-à-dire il y a les Pays-Bas, il y a l'Autriche, il y a la Finlande. Alors on y rajoute maintenant d'autres petits, les pays baltes, la Slovénie, la Slovaquie, mais qui sont l'endroit où les Allemands mettent des usines et ensuite ils font rentrer le produit, made in Germany, et puis ils le renvoient à l'extérieur, quoi. Ça, non, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, on a empêché les pays européens de se protéger. La plus vieille façon qui soit, c'est d'avoir une monnaie qui soit pas chère. Et on les a empêchés de se protéger de l'autre façon, qui était dans le fond de mettre des barrières douanières pour maintenir le... Donc l'Europe a littéralement livré les industries du Sud à la déconfiture. Enfin, c'est la bataille, je crois, d'Azincourt, où les chevaliers français sont passés sur les pauvres piétons qui attendaient... ils ont massacré leurs propres troupes, et du coup, ils se sont fait massacrer par les Anglais après, quoi. On a une belle habitude en France d'avoir l'aristocratie qui se tue elle-même les piétons avant d'aller se combattre. C'est d'une imbécilité foudroyante.
C'est vrai que c'est très déconcertant. Ça paraît même profondément, complètement illogique. Alors, est-ce que c'est une question d'idéologie? Est-ce qu'il y avait une idéologie qui nous a amené à faire ça? Je pense qu'il y a une part d'idéologie. Je ne dis pas que tout est lié à l'idéologie. Je pense qu'il y a une part d'idéologie. Il y a aussi le fait qu'il s'est passé quelque chose dans les relations franco-allemandes. Ça s'est passé sous Chirac, le deuxième mandat de Jacques Chirac, avec le traité de Nice. Jusque-là, la France et l'Allemagne étaient à égalité en termes de représentation dans les instances européennes. Et puis, il y a eu la réunification allemande, et les Allemands ont dit, ah, maintenant, il faut faire jouer le principe de population, parce qu'on est plus nombreux que vous, les Français. Chirac, à l'époque, s'était battu bec et ongle, comme il savait le faire, hein, et puis il a perdu. Il a perdu, c'est les Allemands qui ont gagné au traité de Nice, qui ont obtenu le fait que le principe de population soit entériné. Et à partir de ce moment-là, il y a eu... Alors là aussi, on rentre dans les perceptions. C'est pas uniquement une question d'objectivité, c'est une question de perception. Tout se passe comme si, dans une partie des élites françaises, on avait accepté le leadership allemand. En tout cas, pour les questions économiques, monétaires, financières. Pour la défense, c'est plus compliqué. C'est moins évident. Mais en tout cas, pour les généraux sont des têtes de cochon, donc ils ont mis du temps. Il faudra une nouvelle génération pour que ça passe, mais je suis même certain que ça passera jamais. Mais par contre, du côté des hauts fonctionnaires de Bercy, etc., on a entériné, au fond, on a accepté l'idée d'un leadership allemand. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République française, il va d'abord à Berlin, et il cherche à obtenir une sorte d'aval sur la politique qu'il veut mettre en œuvre. C'est ce qui s'est passé depuis Sarkozy. On est devenu un Lander, quoi. Vous voyez que je suis très prudent. C'est peut-être mon défaut professoral, mais je suis très prudent. Mais quelque part, on pourrait le dire sans... On est devenu... C'est-à-dire qu'on a... On a accepté une suggestion qui n'était pas avant. Hein. Alors, évidemment, sous De Gaulle et Pompidou, le problème ne se posait pas. Même si sous Pompidou, déjà, les relations franco-allemandes étaient plus tendues. Hein. Avec Willy Brandt, notamment, ça ne se passait pas très très bien. C'est une des raisons pour lesquelles Georges Pompidou a voulu faire rentrer les Britanniques. Oui. Alors, idée qui, comme toujours, a été complexe, parce que avec nos amis britanniques, on sait très bien que les alliances, là aussi, se heurtent aux intérêts nationaux. Se heurtent aux intérêts nationaux. Et puis, les Anglais sont rentrés dans ce qui était pour eux... J'ai passé 25 ans à Londres, donc je crois les connaître. Bien, oui. Je crois les connaître. Ils sont rentrés dans ce qui était pour eux, dans le fond, un marché commun. On leur avait pas vendu le projet politique d'une Europe politique d'un État. C'est très clair qu'en Angleterre, à part quelques intellectuels libéraux, ça n'a jamais mordu, ça. Quelques libéraux, intellectuels libéraux, il n'y a pas eu ni chez les conservateurs, ni même chez les travaillistes, de gens pour adhérer à une Europe supranationale. Enfin, ça, non. Donc il disait, mais attendez, vous êtes en train de changer le bébé, on est rentré dans ce truc-là et vous changez petit à petit, c'est plus ce dont on est rentré. Ils ont compris que... Voilà. Et alors la deuxième raison, c'est que les Britanniques ne voulaient pas être dans une Europe sous hégémonie allemande. Ça a été dit dans la presse anglaise, même y compris des fois dans les revues plus confidentielles où les experts parlent, etc. Et c'est clair qu'ils ne voulaient en aucun cas être subordonnés à l'Allemagne. Et alors il y avait la crainte, alors peut-être était-elle fausse, que s'ils rentraient un jour dans l'euro, si les Britanniques rentraient dans l'euro, que Francfort évince Londres. Non, c'était peut-être exagéré. Non, parce que à mon avis, il y avait cette crainte chez certains Britanniques. Vous connaissez mieux que moi le sujet. Mais je suis pas sûr parce que la City, si vous voulez, c'est un endroit où les gens sont libres, alors que vous savez, quand je suis arrivé dans la City, j'ai appris très vite que tout ce qui n'était pas interdit était permis. Alors que je venais de France où tout ce qui n'était pas autorisé... C'est le contraire. C'était exactement le contraire. Donc, quand vous êtes un financier et que vous vous retrouvez dans la City, vous respirez, parce que vous dites, dans le fond, la seule chose qui m'arrête, c'est mes idées, quoi. C'est est-ce que j'ai plus d'idées? Bon, à ce moment-là, je m'arrête. Mais donc, c'était un... Et donc, il faut pas croire du tout non plus que la City c'est une institution anglaise, bien entendu, mais c'est la ville-monde, la City. C'est là où c'est le cœur nucléaire du réacteur c'est là où ça se passe. C'est Londres, beaucoup plus que New York, que n'importe quoi d'autre. Donc, je veux dire par là, c'est que les Anglais n'avaient pas du tout envie de se retrouver provinciaux. Non.
Ils sont passés par dans leur tempérament, ils voulaient pas être les provinciaux de l'Allemagne, quoi. Donc, alors maintenant, on se retrouve dans une situation un petit peu difficile, puisqu'on vient d'avoir une grave crise qui est celle du Covid, qui a fait apparaître, dans le fond, les faiblesses de cette organisation, avec les lignes de production extrêmement longues, extrêmement fragiles, très lointaines, et s'il y a un élément qui manque, tout s'arrête. On cite en ce moment l'exemple des semi-conducteurs qui sont tous faits à Taïwan, et bon, il y a des problèmes, et du coup, le monde entier, maintenant, aussi curieux que ça paraisse, est militairement dépendant de Taïwan. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans Taïwan, les Américains, les Chinois ou n'importe qui d'autre, et détruit les usines, l'économie mondiale s'arrête instantanément. Pendant des mois. Je veux dire, c'est comme si on nous privait d'énergie, quoi. C'est effrayant. Donc, on s'est rendu compte que ce système est extraordinairement ouvert, dans lequel on était, la mondialisation heureuse, était extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Et donc, il semble, si on va essayer de réfléchir un peu, pas à ce qui va se passer, parce que personne n'en sait rien, mais à ce qui pourrait se passer. Qui pourrait se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il semble bien que les Chinois sont en train d'organiser une zone monétaire autour de la Chine, vous savez, bon. Que nous, il y a notre zone monétaire européenne qui est vraiment pas optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, puis que les États-Unis vont se retirer dans la forteresse américaine. Donc on va avoir sans doute, mais je réfléchis à haute voix là, 3 zones monétaires qui vont... Ce qui veut dire, si on réfléchit bien, et si je lis votre livre, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 25, 30, 35, on va avoir, sans aucun doute, la fin du libre-échange et la fin des libres flux de capitaux. Alors, la fin du libre-échange, elle a déjà en grande partie commencé. Elle a déjà commencé, je suis d'accord. Il y a déjà des mesures, il y a déjà une montée. Alors, tous les organismes internationaux qui mesurent ça très précisément, il y a une montée, alors qui n'est pas spectaculaire, mais quand on le regarde... Enfin, c'est un renversement de tendance. C'est un renversement de tendance. Il y a eu un tassement des échanges internationaux. Alors maintenant, il y a une reprise, parce que c'est lié au rebond de l'après-Covid, parce qu'il y a eu la récession. Mais depuis les années 90, 91, 92, il y a eu, alors c'est suite à la première crise financière, il y a eu une tendance le rythme de croissance du commerce mondial est inférieur au rythme de croissance du PIB mondial. Alors que c'était l'inverse pendant 60 ans. L'inverse. Voilà. Donc là, c'est un premier pas de démondialisation. Le terme a été utilisé par certains. C'est vrai, il y a une tendance. Alors, est-ce qu'elle est durable? Il faut attendre, ça, on ne sait pas. Et par ailleurs, on voit qu'il y a un retour des États, et il y a un retour du géopolitique, du géostratégique dans les relations internationales. Ce qui nous est arrivé à nous, avec nos sous-marins en Australie, nous l'a rappelé, pour ceux qui avaient tendance à l'oublier, que c'était pas pour rire quelque part. Voilà. Donc le commerce aujourd'hui est de plus en plus bagué par un certain nombre d'États puissants. Les États-Unis, après tout, Biden n'est pas revenu sur les mesures protectionnistes de Trump. Les Chinois, on sait qu'ils s'appuient sur un appareil d'État ô combien sophistiqué et protecteur. Il n'y a que l'Europe qui, pour l'instant, reste un peu en deçà, parce que les Allemands ont la peur panique de se mettre à dos soit les Américains, soit les Chinois. Ils ne veulent pas se mettre à dos les deux. Et si jamais les Américains et les Chinois sont amenés à se confronter plus durement, les Allemands vont être très mal à l'aise, parce qu'ils vont découvrir... Si vous voulez, vous avez la troisième faiblesse congénitale de la Chine, de l'Europe qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire que toute notre énergie viendra de Russie. Ah ben ça, donc, oui. On va se retrouver en plus coincé par les Russes. C'est-à-dire que les Russes ferment les robinets. Ce qui amène à une question intéressante, si les Russes ferment l'OTAN est là supposée nous protéger contre la Russie, mais à partir du moment où on signe des accords de fourniture gazière avec la Russie ou pétrolière, ça veut dire que on se met dans ses mains et donc on n'a plus besoin d'être protégé. Donc vous vous dites, à quoi sert l'OTAN? Alors, les Allemands, je pense que la pensée secrète des dirigeants allemands, c'est de dire, c'est la diplomatie que moi j'appelle du carnet de chèques. C'est ce qu'ils ont fait avec les migrants, avec Erdogan. Autrement dit, Erdogan, je crois, a 3 millions de migrants sur son sol. Il leur donne 3 milliards par an, je sais et pas combien. Bon, Erdogan, à chaque fois, à intervalles réguliers, rejoue, et il sait très bien le faire, il est très bon. Il dit, retenez-moi, je fais un malheur, je vous lâche tous les migrants sur la Grèce et basta, ou alors vous me donnez de l'argent. Les Européens donnent de l'argent, et l'Allemagne en particulier fait des chèques conséquents.
pour que Erdogan se calme. Bon, et évidemment, il reviendra à la charge dans quelques temps. Parce que... C'est le principe du maître chanteur, c'est que c'est le plus vieux principe. Et puis le monsieur n'est pas né de la dernière pluie, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne le prendrais pas à la légère, hein, si j'étais les dirigeants européens. Alors, donc on est dans ce contexte où les Allemands vont faire pareil avec les Russes, c'est-à-dire qu'ils vont dire aux Russes, s'il y a un problème... Je paye. Oui. Et tant qu'ils pourront payer, après tout, pourquoi pas? Oui, c'est toujours bon à prendre. Se disent les Russes ou les Allemands ou les Turcs, ou d'autres peut-être demain. Mais puisque vous êtes aussi un spécialiste de la chose militaire, je voulais vous poser une question. Comme disent les Finlandais, dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté, disent les Finlandais. Bon. Ils en savent quelque chose. Bien entendu. Et donc, depuis 60 ans, à peu près, ou 70 ans, l'armée qu'on a en Europe, c'est l'armée américaine. Si l'OTAN ne sert plus à rien, ils vont peut-être dire un jour, je vais faire une alliance, je sais pas, avec l'Autriche, avec l'Australie et la Grande-Bretagne, et sortir de l'OTAN, ou laisser l'OTAN dépérir. Bon. Quelle sera l'armée en Europe ? C'est une vraie question. Elle se pose déjà en filigrane. Hein. On voit bien que, par exemple, quand il y a eu l'incident gréco-turc en Méditerranée, le seul pays qui a bronché, c'est la France. Un peu l'Italie, qui a quand même envoyé une frégate aux côtés des navires français pour montrer aux Turcs, voilà. Bon. Les autres, rien. Et à Bruxelles, certains ont dit les Français exagèrent un peu quand même. Pourrait être un peu plus souple avec les Turcs. Bon. Alors évidemment, les Grecs, quand ils entendent ça... Ils ont une grosse armée, les Turcs. Hein. Oui, je sais bien. Alors les Grecs, quand ils entendent ça, ils grimpent au rideau. Pour des raisons historiques que je comprends assez bien. On les comprend. Au Sahel, qu'est-ce qui se murmure dans les couloirs de Bruxelles? C'est que c'est quand même un problème principalement français, un héritage colonial. Bon, est-ce que vraiment, nous, Européens, on doit se mêler de ce qui se passe? Mais le jour où on aura toute l'Afrique subsaharienne qui arrive par l'intermédiaire de la Libye, qu'on a fait tomber, ça sera plus... Oui, mais je veux dire, un carnet de chèques, mais pourquoi on va les laisser en Libye? On va payer. Mais il n'y a personne à payer en Libye, il n'y a plus d'État. Alors, oui, il y en a trop. Il y en a trop. Je ne sais pas, mais je sais pas. Il y a trop de... Vous avez raison, il y a une surabondance. Si j'étais le secrétaire général de l'Union européenne, je me demande à qui je ferais le chèque. Il faudrait probablement en faire plusieurs. C'est là ce qu'il advient. Vous savez qu'il y a des marchés aux esclaves qui sont rétablis en Libye. Oui. Parce qu'ils attrapent tous ces pauvres gars qui arrivent d'Afrique noire et ils les mettent en esclavage. Bien sûr. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Alors... reste l'armée russe. Là encore, alors l'Europe s'est déshabituée d'avoir une autonomie stratégique. Il faut voir que, bon, si vous mettez à part le cas de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont un certain niveau de puissance militaire, les autres pays européens ont baissé la garde depuis longtemps. Quand vous prenez le Danemark, la Belgique, la Hollande. Et jadis, la Belgique avait encore une petite armée, mais une armée qui était... Bon, aujourd'hui, l'armée belge, elle est réduite au strict minimum. Hein, bon. C'est pareil pour les Pays-Bas, c'est pareil pour... Le Danemark. Alors, La Suède existe encore un peu là-haut. La Suède existe un peu parce qu'elle a une tradition d'indépendance nationale qui reste forte et qui est partagée, semble-t-il, et par la droite et par la gauche, social-démocrate, en tout cas, en Suède. En Suède, l'armée, c'est quelque chose... Ils n'ont jamais fait partie de l'OTAN, ils ont toujours été très méfiants. Enfin, maintenant, ils y sont. Mais bon, alors les Finlandais, c'est pareil. Les gens ne savent pas, mais en cas de conflit en Europe, c'est l'armée finlandaise qui aurait le plus de réserves mobilisables. Et pourrait mobiliser un peu plus de 5 à 600 000 hommes, à peu près. Alors que c'est ce qu'ils ont fait en 40. Hein. Aucun autre pays européen ne serait capable de faire ça. Hein. La France a à peu près 50 000 réservistes, en plus de ses 220 000 hommes professionnels. C'est-à-dire qu'on sera en dessous de 300 000. C'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour la Grande-Bretagne, c'est pareil pour la plupart de l'Italie, c'est pareil pour le seul pays qui pourrait mobiliser plus, c'est la Finlande. Le paradoxe de l'histoire. En tout cas, ils l'ont été pendant... Oui, en 40, ils sont vaillamment défendus contre l'armée rouge à l'époque. Ils ont refait reculer l'armée rouge, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Hein. Non, il n'y a pas. Surtout vu le déséquilibre. Donc on va... Si je continue sur mon espèce de raisonnement, donc on voit très bien une espèce de stabilité dans la zone dollar.
la zone asiatique, elle est encore à naître et à s'organiser, mais enfin, on voit très bien qui sera le chef de classe, si j'ose dire, quoi. Il n'y a pas de... Et nous, on reste dans le flou le plus artistique, aussi bien du point de vue militaire que politique industrielle, politique douanière et Alors, immigration. tout simplement parce que c'est toujours pareil. Quand on parle d'Europe de la défense, nos voisins, alors les Allemands, ont fait un choix, et pour l'instant, ils ne sont jamais revenus dessus. Entre Paris et Washington, pour la défense, ils choisissent Washington. Ça, depuis, d'ailleurs, Adenauer, qui avait fait un pas au moment de la signature du traité de l'Élysée, il a tout de suite, au Bundestag, on lui a fait comprendre que... Allez, c'était celui qui allait devenir le successeur, comment il s'appelait oui, c'est son nom. Oui, Erhard. Erhard, oui, Ludwig Erhard. Qui a dit aux Allemands, qui a dit aux Américains, non. Ouais. Il est temps de se débarrasser de lui. La seule fois, à ma connaissance, où il y a eu quelqu'un qui, dans le contexte allemand, avait voulu faire autre chose. Bon. Et aujourd'hui encore, on voit très bien, les Allemands ont vendu aux Américains le concept de nation cadre. Autrement dit, l'armée allemande, aujourd'hui, la Bundeswehr, est la nation cadre pour l'Europe centrale. Donc elle s'efforce d'agglomérer autour d'elle les forces moins importantes des pays plus petits, hein, les Pays-Bas, les pays baltes, les Tchèques. Alors pas les Polonais, parce que les Polonais ils veulent avoir leur indépendance militaire. Voilà, c'est autre chose. Mais bon. Et l'Allemagne fournit l'ossature, elle fournit aussi les armements classiques, hein, chars, etc., canons. Et elle est elle est un peu le principal pilier de défense en Centre-Europe à côté des États-Unis, quoi. Et ça leur suffit. Ça leur permet aussi de faire vivre leur industrie militaire, etc. Les autres pays sont trop petits pour envisager une défense autonome, etc. Résultat, quand la France parle d'Europe de la défense, qui l'écoute? Alors, en dehors d'une écoute polie et amicale, hein, mais bon, la Belgique, elle a fait un choix. L'OTAN, le siège de l'OTAN. Et la Belgique, on ne sait même pas si c'est un pays en plus. En plus, ils sont deux. En plus, ils sont deux, mais oui. Mais enfin, la Belgique, c'est aussi le siège de l'OTAN, hein, c'est parti. Donc, bon, vive l'OTAN. Hein. Résultat, bon. Alors, ces derniers temps, il y a eu un rapprochement avec la Grèce qui s'est quand même senti très, très isolée au moment de la récoture. Et bon, il y a eu la vente de Rafale, maintenant de frégates. Et certains parlent, alors je ne sais pas si ça va se faire, mais bon, d'une base militaire française en Grèce, qui serait très impliquant. Ça veut dire que si la France... on m'a dit qu'ils avaient signé un traité plus ou moins avec la Grèce, quasiment offensif et défensif, s'ils étaient attaqués. Alors, par contre, j'ai pas vu le texte. Hein, je ne sais pas, mais j'ai vu ça dans les journaux qu'ils auraient signé ça, ce qui est incroyable. Oui, parce qu'en principe, un traité, ça se signe au Parlement, non? Bah oui, a priori, mais bon... En tout cas, ça me paraît bizarre. Pour ça que je préfère ne pas... mais moi, si le président de la République a signé ça sans nous prévenir, enfin, je veux dire, c'est quasiment un renversement des alliances, quoi. Ah bah, ça veut dire que... Oui, donc on peut être appelé en guerre contre la Turquie, quoi, à n'importe quel moment. Oui. C'est quand même beaucoup. Ça me paraît assez alarmant, ça. C'est beaucoup. Alors, par contre, je ne sais pas. Objectivement, hein, je préfère ne pas... Moi, j'ai lu des choses sur les papiers européens. J'ai vu des choses, mais j'ai pas... Vous les avez vu comme moi, bon. Oui. Mais c'est pas officiel. Rien n'a été dit sur le plan officiel, à part les ventes d'armes. Bon, la vente de Rafale et la vente de frégates. Bon, ça, d'accord. Ok. Domaine public, si je puis dire. Mais par contre, pour le reste, je reste très prudent. Parce qu'implanter une base militaire dans un pays comme la Grèce... ça aura une signification forte. Hein. Alors après, est-ce que, si la Grèce était attaquée, est-ce que ça voudrait dire qu'on y va automatiquement? Oui. Parce que ce qu'on avait en Pologne en 1940, ça ne nous a pas bien réussi, quoi. Alors, maintenant, je suis très prudent. Mais c'est vrai qu'il y aurait matière à recherche de ce côté-là pour savoir ce qu'il en est. Votre livre, dans le fond, où vous parlez surtout des phénomènes économiques, de baisse du commerce international, des exportations, enfin, on comprend bien. On se rend bien compte qu'on est en train de sortir d'une des périodes de commerce, d'ouverture. On a eu un mouvement vers si j'ose dire, ricardien. Oui, tout à fait. À la Ricardo, vous savez, chacun se spécialise dans ce qu'il fait de mieux. Tout à fait. Et que ce mouvement est en train de partir un petit peu en arrière. Et je porte pas de jugement de valeur, je dis pas c'est bien ou c'est mal, mais je dis c'est. Et donc, essayez de réfléchir un petit peu maintenant devant nous
Quelles sont les limites, quels sont les risques, quelles sont les limites? Alors, on est en train, alors c'est aussi lié à un relatif déclin de la puissance américaine. Oui, tout à fait. Alors, je veux dire déclin relatif, dans la mesure où l'Amérique reste encore la nation la plus puissante. Mais c'est la fin de la Pax Americana. Mais c'est la fin de la Pax Americana. C'est la fin de l'Empire, d'une certaine façon. Hein. Au fond, il se passe un peu ce qui s'est passé dans les années 30, quand l'Angleterre, elle restait encore une très grande puissance dans les années 30, mais on voyait que, voilà, était essoufflé. C'est un peu, je ferai le parallèle. Hein. Et à cette époque-là, l'Angleterre était revenue au protectionnisme aussi dans les années 30. Et c'est là où, en général, les changements de monnaie directrices se passent. C'est là où les changements de monnaie directrices se passent. C'est là aussi où les confrontations géopolitiques peuvent éventuellement devenir des confrontations armées. Ou de menaces de confrontation armée. C'est le principe de Thucydide, quand la puissance montante se heurte à la puissance descendante. Parce que Graham Allison, brillamment dans le dernier livre qu'il a fait, qui est un très beau livre, c'est un beau livre, et oui, effectivement, il ne dit pas qu'il y aura une confrontation militaire entre la Chine et les États-Unis, mais il dit qu'il pourrait y en avoir une. Il pourrait y en avoir une, c'est ça. Enfin, les conditions historiques sont en train d'être rassemblées. Voilà. Maintenant, après, ça dépend de tellement de facteurs qu'effectivement, il est trop prudent et trop fin lecteur de Thucydide pour dire n'importe quoi. Parce que lui, il l'a lu dans le texte, Thucydide. Il a fait partie des profs de Harvard qui ont appris le grec ancien. Ce qui est méritoire, tout à fait méritoire. Donc il a lu Thucydide dans le texte. Et alors, on est entré dans cet univers qui va être très instable. C'est un monde instable. On le voit. Là, tout près de nous, l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. Et va très mal. Elle va très mal, l'Algérie. L'Algérie ne va pas bien, pour des raisons, avec le Irak, avec le mouvement populaire, la contestation interne. Puis en même temps, le régime se crispe sur le nationalisme, sur l'armée, etc. On voit que les propos d'Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie, etc., ont tout de suite fait une levée de bouclier à Alger. Bon. Voilà, mais en même temps, c'est lié aussi au fait que la France apparaît plus affaiblie, ou plus moins vaillante qu'elle ne l'a été dans d'autres temps. Et plus prête à s'excuser. Et plus prête à s'excuser ou à reculer. Ou à reculer. Les deux. C'est la même chose. Les deux, oui. Enfin, ouais. Donc on voit des puissances régionales comme la Turquie qui émergent avec des grandes ambitions. Et ça, alors ça c'est vrai dans d'autres parties du globe aussi. Et on voit qu'on va vivre maintenant dans un univers de plus en plus instable. Instable, pas simplement économiquement ou climatiquement, comme diraient certains, mais aussi au niveau géopolitique, géostratégique. Hein. On voit bien. Alors après, la question c'est, y a-t-il des points de bascule? Alors, il est évident que la chute de Kaboul, ça a été un point de bascule. On verra les effets ex post. Pas tout de suite. Parce que maintenant, ça veut dire que les États-Unis ne peuvent plus contrôler tout ce qui est au nord de l'Himalaya. Non, c'est-à-dire que c'est fini. C'est terminé. Tout ce qui se passe au nord de l'Himalaya, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Enfin, en tout cas... il y aura la Chine et la Russie qui peuvent le faire. La Chine et la Russie. Mais nous, non. Nous, non, c'est fini. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est terminé. Donc on peut avoir demain là-bas tout ce qu'on veut, hein, un nouveau État terroriste. On l'apprendra qu'après coup, quelque part. C'est ça, tout à fait. Deuxième point de bascule, c'est autour de Taïwan. Alors, Jinping, qui a l'air d'avoir l'esprit de suite dans les idées, hein, répète à chaque fois dans ses discours, c'est Taïwan, c'est la Chine, et un jour, c'est l'Alsace-Lorraine, quoi. C'est notre Alsace-Lorraine. Bon. Et je ne crois pas que ce soit de la frime, hein, d'une certaine façon. Oui, moi j'ai passé donc 10 ans à Hong Kong, je connais un petit peu tout ça, et j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de Taïwan il y a un certain nombre d'années, et qui m'avait dit, la Chine nous avait fait savoir qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas faire, sinon ils nous rentrent dedans tout de suite. Un, c'est devenir nucléaire, militairement, et deux, c'est déclarer l'indépendance de Taïwan. Oui, ça, si on fait l'un ou l'autre, ils nous rentrent dedans. Oui, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Alors là, on verra, c'est un autre point de bascule. Hein. Alors, je ne crois pas que dans l'immédiat, il y ait une menace immédiate militaire, même s'il y a des signes. Mais bon, les Chinois, dans la tradition chinoise, il y a ce qu'on appelle agiter le sabre de bois. Autrement dit, on agite un grand sabre de bois et on dit « je vais te tuer, je vais te couper la tête, je vais te... » On espère que l'autre va se coucher. Et c'est pour faire peur.
mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va Où le ils faire. disent on tue une souris pour faire peur, on tue un singe pour faire peur au lion. Donc ils vont taper un peu sur Hong Kong, par exemple, Ouais. Voilà, pour dire, vous voyez ce qui pourrait vous arriver. Donc mais, ça, ils n'aiment pas les aventures extérieures. En tout cas, on est là dans des terrains de bascule. Alors, plus près de nous, effectivement, il y a cette histoire de conflit gréco-turc qui est proche. Et qui est vieux. Et qui est vieux, mais qui peut ressurgir demain, parce que demain, les Turcs peuvent envoyer des migrants le long de la frontière grecque, les Grecs ont déjà construit un mur, on sait que l'armée grecque veille au Rhin. Il y a des îles grecques qui sont à 10 km de la côte turque. Quoi. Absolument. Quand on regarde la carte, on comprend que la marine grecque et l'aviation sont inquiètes. Hein. Ça se comprend, de toute façon. Voilà. Alors, puis toute l'instabilité qu'il y a autour de la zone sahélienne, toute la zone, quoi. Je dirais et ces transferts de population vers l'Europe qui sont une autre source de vulnérabilité, parce que c'est évident que voilà, on est là face à des flux qui commencent à être relativement conséquents. Enfin, on n'est plus dans une immigration ponctuelle. Par exemple, quand on a dit la guerre en Syrie, il y a eu des migrants syriens parce qu'il y avait bon, ok. Là, on est sur des flux beaucoup plus importants. Et puis sur des flux littéralement de migration, c'est-à-dire c'est plus des flux pour travailler, c'est des gens c'est les populations entières qui se déplacent. Les années 60, 70, c'était des gens qui venaient du Maghreb ou d'Afrique noire pour travailler en France, etc. Bon, on était dans quelque chose de classique, je dirais, dans l'histoire économique. C'était pas quelque chose de complètement révolutionnaire. Les Italiens au 19e, quoi. Par exemple, c'est pareil. Et là, on est sur des flux beaucoup plus importants, et puis qui sont portés par, évidemment, à la fois la démographie africaine, et puis les conditions politiques, économiques de certains de pays de la zone, quoi, quelque part. C'est-à-dire que, en fait, un peu partout, il y a ce qu'on appelle des faux États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de possibilité. Une zone presque quasi chaotique, je dirais. C'est ça. Ou à la Somalie. Alors, il y a la Somalie, il y a l'Érythrée dont on ne parle pas. Alors, évidemment, en Érythrée, je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup de jeunes Érythréens qui fuyaient leur pays parce qu'on avait mis en place un service militaire de 10 ans. Le général qui commande l'Érythrée a mis en place un service militaire de 10 ans. Ça, je crois que c'est un scoop dans l'histoire. Je crois pas que c'était 2 ans. Parfois 4. Nous, on était monté à 3 avant 14, c'était déjà beaucoup. Là, 10 ans, on comprend que pour un jeune, tu vas être pendant 10 ans, alors que c'est pas sur la base du volontariat, c'est une obligation, hein, c'est clair. Dans 10 ans, on comprend qu'il y a des jeunes qui se disent... On comprend qu'il y a des départs. Je vais aller voir ailleurs. Vous faites ça dans n'importe quel pays européen, vous allez avoir une migration massive. C'est parti à fond la caisse. C'est parti. Bon, alors, avec des choses comme ça, on comprend que ça nourrit des flux. Alors, il y a la misère, il y a l'autoritarisme politique parfois excessif, il y a... les guerres de religion. Les guerres de religion, l'instabilité, bon, enfin, le fait est que, voilà... Et alors, le fait que depuis que le verrou libyen, vous avez raison de le rappeler, c'est très important, depuis que le verrou libyen a sauté, c'est évident que, voilà, il y a et la Tunisie, maintenant, qui est très instable aussi. La Tunisie est instable, et l'Algérie, il se trouve que j'ai un peu de famille en Algérie, ils me disent que la situation est extraordinairement difficile, et que... Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y aurait une dizaine de millions de passeports français sur 44 millions d'habitants. Et donc, si on doit se ramasser d'un seul coup 10 millions de personnes qui viennent traverser la Méditerranée, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que on pourrait pas absorber. Enfin, la France ne pourrait pas absorber. Déjà. S'ils ont des passeports français, on ne peut pas les empêcher d'entrer. Bah oui, mais là, je sais pas. Si c'est vrai, je connais pas le chiffre. Je connais pas le chiffre non plus. Ce chiffre-là, mais. Faut pas oublier que quand on a absorbé 1 million de personnes revenant d'Afrique du Nord, pieds noirs et harkis en 62, à l'époque, la France se baladait à 5% de taux de croissance par an. Ça a été vite digéré, quelque part. Je parle en termes économiques, je ne parle pas du drame humain, etc. Bosseurs, mais, oui. En plus, ils demandaient qu'à bosser. Hein. Ils demandaient à bosser. Mais enfin, disons qu'à l'époque, la croissance économique française faisait que ça a été absorbé rapidement. Aujourd'hui, déjà, absorber 1 million de personnes, on a vu que l'Allemagne l'a fait. Avec les réfugiés qui sont venus en Allemagne il y a quelques temps. L'Allemagne a réussi à absorber. Ça a posé des problèmes quand même. Mais nous, je vois mal comment on pourrait le faire si d'un coup on nous met 1 ou 2 millions de personnes d'un coup.
Là, on sort, y compris des flux. Donc ça, c'est aussi un point de basculement. Des flux, c'est un point de basculement. Parce que l'Algérie pourrait être un point de basculement, dans ce que vous mentionnez. Ça pourrait. Il y a deux hypothèses, qu'il y ait un conflit entre l'Algérie et le Maroc, un conflit militaire, qui à mon avis serait un conflit dur, parce que ce sont deux armées coriaces, dures. Surtout l'armée marocaine d'ailleurs. Oh, oui, oui, mais enfin l'armée algérienne est très bien équipée, enfin de matériel russe, mais bon, elle est avec des officiers qui sont formés souvent en Russie. Hein, bon. L'autre hypothèse, c'est une implosion en Algérie sur le modèle tunisien, et là, il est évident que c'est pas la peine d'être un grand spécialiste de prospective pour voir que s'il y avait une implosion de l'État algérien, ce que je ne souhaite évidemment pas, mais s'il y avait une implosion de ce type, il y aurait une migration vers la France d'une partie de population. Pour des raisons historiques, parce que d'abord les gens ont de la famille, famille en France, etc. Ouais. Donc moi, c'est les points de bascule que je verrais. Les points de bascule, vous voyez donc Grèce-Turquie, ouais. Vous voyez Taïwan, la Turquie. Vous voyez peut-être l'Algérie. L'Afrique du Nord en général. L'Afrique du Nord qui est quand même un petit peu malade. La Tunisie quand même dans une situation épouvantable aussi, enfin, très difficile. Bon, le Maroc... ça a toujours été un pays. Tiens bon, quoi. Ça a toujours été un pays, le Maroc. La Tunisie et l'Algérie, c'était moins net. Plus de fragilité de ce point de vue-là. Et puis bon... Alors, puis il y a une usure du pouvoir du régime en Algérie qui, semble-t-il, est importante. Hein, depuis la mort de Bouteflika... Ils n'ont plus aucune légitimité, pour parler honnêtement. Non, puis c'est l'armée qui sera le pivot du pouvoir, enfin, qui est le pivot du pouvoir de facto. Et de la corruption, ce qui est un peu embêtant. Alors, la corruption. Voilà. Et puis en dessous, il y a la zone sahélienne qui est aussi instable. Est-ce que les Français vont rester ? S'ils s'en vont, on voit que d'autres pourraient arriver. On en parle, bon. On a déjà vu des soldats russes, paraît-il. C'est pas des soldats russes, mais c'est des gens du groupe Wagner, c'est des paramilitaires. Hein. Apparemment, il y a des contacts assez développés, puisqu'il y a un ministre, l'actuel Premier ministre malien, qui a des contacts assez étroits avec la Russie. Donc c'est pas purement du fantasme. Maintenant, est-ce que c'est une façon de dire aux Français restez, parce que sinon nous on casse tout et on change les alliances, on renverse les alliances, ça peut être ça. Ça je sais pas. J'en sais fichtre rien. Le fait est que ça interpelle, comme on dit maintenant. Il y a du vague à l'âme quelque part. Hein. Il y a du vague à l'âme. Il y a du vague à l'âme et il y a des zones. Et on voit on voit que la France, alors d'abord la France n'a pas vu arriver 2 coups d'État au Mali en 1 an, il y a eu 2 coups d'État et apparemment on n'a rien vu, ou alors on n'a rien voulu voir, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu, et là maintenant les Maliens, enfin certains Maliens, hein, je veux dire tout le monde n'est pas forcément sur cette ligne au Mali, hein, mais sûrement pas d'ailleurs, mais en tout cas certains au Mali, y compris dans les forces armées, sont prêts à jouer d'autres cartes que celles de la France. Alors, est-ce que c'est du bluff ? Je sais pas. Là, j'ai pas d'informations qui me permettent. On a souvent vu dans l'histoire militaire que on commence à bluffer et on se retrouve en guerre juste après. Quoi, voilà, parce que après, il faut, on est obligé quasiment de continuer dans la voie où on a commencé. Parce qu'on est, c'est un peu... Il y a aussi un autre point, un pays qui était stable et qui ne l'est plus, c'est le Liban qui est en train de s'effondrer complètement. Ça, c'est un autre endroit d'une extrême fragilité, qui était quand même un endroit où les gens, comme il faut, se retrouvaient un peu au Moyen-Orient. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, donc, et tout on voit la fragilisation, et puis, même dans la zone des Balkans, on s'aperçoit que c'est une zone instable. Hein, tout ça reste instable, quelque part. Donc ça montre que on est entré dans une période très différente de celle dans laquelle nous avons vécu depuis... Depuis 1960, depuis 1990, allez. Oui. 60 à 90, on avait... il y avait encore l'équilibre Est-Ouest. Il y avait l'équilibre Est-Ouest. Mais en même temps, moi j'étais jeune, mais j'ai jamais eu... Quelque part, il y avait les régimes communistes où on n'était pas libre, et puis il y avait les régimes chez nous où on était libre. Donc c'était comme un western où il y avait des gens qui avaient des chapeaux blancs, et puis les autres qui avaient les chapeaux noirs. On savait qui étaient les méchants. Oui, c'était clair. C'était clair. Tandis qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans le monde,
Je sais pas qui tout le monde a des chapeaux gris. C'est les retours des États nationalistes, des conflits religieux, ethniques, et tout ça et les gens qui sont au pouvoir dans nos pays, pour des raisons que tout le monde comprendra, ils sont pas très légitimes. Parce que le système électoral ne répond plus aux attentes de l'électorat. Donc on se retrouve dans des mondes où, dans la démocratie, les gars qui sont élus, ils représentent 20% de la population, si tout va bien. Oui, c'est à peu près ça. Et quand c'est 25, c'est très bien. C'est très bien. Et donc on se retrouve quand même dans un monde où ceux qui prennent des décisions n'ont pas la légitimité pour les prendre. Et ça, et puis ensuite, il y a l'acceptabilité des décisions. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, une décision est très vite contestée par des fractions de population, parfois minoritaires. En demeurant. Parfois par des juges. Parfois par des juges, parfois par des fractions minoritaires de la population. Et ça, les politiques, au fond, ont le sentiment, pas tout à fait à tort, de marcher sur des œufs. Mais c'est pas tout à fait à tort. Hein. Ce qui arrive avec... Je ne veux pas prendre parti, parce que je ne connais pas le dossier, je connais le dossier comme lecteur attentif de la presse, mais j'ai pas. Mais vous voyez, par exemple, sur l'histoire de la mise en cause de certains ministres, je pense à Madame Agnès Buzyn, par exemple, sur sa gestion de la crise Covid. Moi, je ne me permettrai pas de me prononcer là-dessus. J'ai pas les clés, j'ai pas les compétences non plus pour le faire. Je regarderai bien. Mais en fait, c'est nouveau. Avant, il y a eu des bêtises de fait aussi, ou des ratés dans les politiques antérieures. On ne voyait pas les juges mettre en cause des politiques pour ça. Ils mettaient en cause quand il y avait des malversations, etc. Mais c'est autre chose. Là, il n'y a pas de malversation. C'est simplement dire tu n'as pas bien géré la crise. Alors, si effectivement le juge demain va contrôler la façon dont les politiques mettent en œuvre une politique, ça peut aller très loin. En principe, ça se passe dans la démocratie par le vote, une fois de temps en temps. Oui, mais là, on vire les incompétents. Ça veut dire que là, il y a double vote, d'une certaine façon. Mais surtout, il y a des gens qui prennent les juges ne sont pas habilités à prendre ces décisions. Personne ne leur a donné cette responsabilité. Et donc, ça veut dire qu'encore une fois, il y a une prise de pouvoir de la justice qui prétend s'immiscer. L'expansion de l'impérialisme, je dirais, juridique. Un peu comme le Parlement de Paris qui n'arrêtait pas d'emmerder le roi, quoi. C'est un peu ça. Si on voulait revenir dans l'histoire, oui, ça nous remonterait assez loin, mais quelque part, oui. C'est toujours ça. Le Parlement de Paris qui était là, dans l'opposition, qui disait... Alors qu'il évoque une légitimité pour le faire. Oui, mais il la prenait. Donc, écoutez, je vais essayer de résumer cette petite conversation pour dire que j'ai été d'abord très content de vous rencontrer. On est parti très loin de votre livre, qui était plus... mais qui était, dans le fond, comment on passait de ce monde qui se troublent vers des troubles du commerce international et quelles avaient été les réponses politiques qui étaient souvent protectionnistes. Voilà, si je peux résumer. Et vous remontez, quand il y a eu la grande crise américaine en 1873, quand les chemins de fer se sont terminés, là on a eu une période de 30 ans qui a été difficile dans le capitalisme mondial. Donc vous le montrez très bien. Et vous êtes en train de dire, si je comprends bien, que dans le fond nous arrivons à une période qui a des ressemblances historiques et qu'il faut peut-être surveiller ça et que du coup le monde est beaucoup plus instable. Tout à fait. Donc on sort d'une période de grande stabilité. Tout à fait. Et ce qui supposerait effectivement qu'on puisse avoir des gouvernements plus légitimes, plus assis, je dirais, dans leur légitimité, en France et parmi nos voisins européens notamment, pour pouvoir et c'est pour ça faire que face moi, à ces turbulences, je dirais. Je milite autant que je le peux pour un petit peu l'instauration en France d'une démocratie directe pour redonner la parole au peuple. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le souverain, c'est le peuple, et il est temps pour lui de se prononcer en tout cas sur les questions, je sais pas, sociétales ou des choses comme ça. Donc il me semble que, en bon marxiste, on est en train de dire que si l'infrastructure économique commence à bouger, il est rare que la superstructure politique ne soit pas en train de bouger aussi, quoi. Oui. Je pense que ça bouge actuellement. Oui, ça bouge, on sent bien les craquements quand même. Oui, tout à fait. Par contre, après, comment ça va se brasser, qu'est-ce qui va en sortir, ça, pour l'instant, on peut faire des scénarios. Ça veut dire, en tant que financier, etc., moi, il faut que je réfléchisse à ces questions-là aussi, qu'il y aura une prime considérable à la flexibilité. Celui qui n'aura pas les deux pieds dans le même sabot s'en sortira mieux que celui qui est ancré dans ses certitudes. Oui. Donc, beaucoup d'idées que nous croyons qu'on avait cru juste jusqu'à ces derniers temps risquent demain de devenir incapacitantes. Quoi. Voilà, c'est exactement ce que Par exemple, une certaine forme de division internationale du travail, une certaine type de dépendance à l'égard de l'extérieur,
un certain attentisme à l'égard de Bruxelles, par exemple, ou de l'OTAN, ou de tout, risque demain de devenir contre-productif. Alors que jusqu'à présent, on pouvait dire, bah, après tout, pourquoi pas, quoi. Ils savent mieux que moi. Ouais, c'est un peu ça. Ça nous fera pas de mal. Là, les choses commencent à bouger. Ça veut dire qu'il y a des institutions qui vont disparaître. Ben voilà, écoutez, ça m'a fait grand plaisir, mais en tout cas, je crois j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Moi de même, je suis content d'échanger avec vous. J'avais regardé un certain nombre de visios de votre institut, d'interventions, etc. J'ai trouvé tout à fait pertinent. Et j'étais ravi de pouvoir échanger avec vous. C'est intéressant parce que tout le monde n'a pas la chance de vivre au moment d'un... Vous savez ce que je dis toujours aux gens? Vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1820, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, vous vous réveillez en 2020, vous vous dites je comprends rien. Donc je veux dire, il semble que la durée des institutions humaines soit à peu près 70 ans. Oui. Et après, les cycles, ouais, ils sont les longs, cycles, la création destructrice de Schumpeter fait son boulot. C'est ça. Et pas qu'en économie, de certaine façon. Ça commence souvent par l'économie, mais ensuite ça se termine par le système politique qui saute au bout de 70 ans. Je me demande si on n'est pas dans une période comme ça. On est dans une période de remise en cause, où il pourrait y avoir demain des ruptures. Après tout, quand on voit ces images de l'évacuation de Kaboul, alors il y a ce brave général américain dont j'ai oublié le nom, peut-être que l'histoire oubliera son nom aussi, c'est un général américain qui a dit « mais c'est une belle opération logistique que nous avons réussi, l'évacuation de Kaboul ». On va dire oui. C'est peut-être logistique, mais politiquement c'est un désastre. Politiquement c'est un désastre. Et d'avoir quitté leur base aérienne avant de quitter Kaboul, c'est d'une imbécilité. Surtout pour les Américains. C'est une imbécilité stratégique, mais stupéfiante. C'est stupéfiant, oui. C'est stupéfiant. Ça, j'avoue que, je sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent à West Point, mais là, j'avoue que je suis resté quand même estomaqué. Puis il avait l'air d'être très sûr de lui. Alors, je sais pas si c'était une posture, comme on dit maintenant, médiatique, mais il avait l'air très, très, très sûr de lui. Une belle réussite. Oui, une belle réussite. Oui, ça. J'imagine qu'on pouvait dire que la ligne Maginot en 1940, c'était très bien aussi. C'était très bien. Il y en a qui ont dû rigoler sérieusement en l'écoutant dans quelques pays voisins. Hein. C'est-à-dire, je pense que je suis délecté. Évidemment, ça fait baisser la valeur de la protection militaire américaine. Ah, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est aussi un autre truc qui est en train de disparaître. C'est clair. La crédibilité de la protection militaire américaine. Alors d'abord, ils ont perdu à peu près toutes les guerres dans lesquelles ils se sont engagés. Depuis la Corée, où c'était un match nul. Match nul en Corée, après les défaites ont commencé à arriver. Alors, ils ont gagné contre la Serbie de Milosevic avec les bombardements aériens. Et encore, hein, parce que Milosevic a mis les pouces, parce que s'ils avaient dû attaquer la première armée serbe au sol, qui n'était pas une armée d'amateurs, on verrait ce qui serait passé, on aurait vu ce qui serait passé. Sinon, ils ont gagné à l'île de la Grenade, mais ça, à l'île de la Grenade, c'est un petit peu comme si la France envahissait Monaco et n'arrivait pas à prendre le palais impérial, le palais princier, quoi. Oui. Et puis, il y a eu la première guerre contre Saddam, sous l'étiquette de l'ONU, après la libération du Koweït. Bon, là, on peut dire que c'est un succès américain, enfin, principalement américain, mais il y avait d'autres pays, dont nous. Mais en dehors de ça. Et oui. Donc. Je résume, parce que vous voyez, on a déjà parlé 1 heure, ce qui est extraordinaire. Mais il faut réfléchir, dans le fond, à rester flexible et résilient. Je crois que ce serait la formule. Il faut que chacun, au niveau individuel, travaille sur sa propre résilience et se déshabitue de ces espèces de réseaux qu'ils maintiennent dans un état de confort parce qu'on n'est pas du tout certain qu'ils vont durer, quoi. Voilà. Ben oui, parce qu'on avait des réflexes, on avait des habitudes, et puis on avait commencé à penser que il y a qu'à faire comme ça, et puis on va demander à la préfecture et tout ira bien. On va demander à un tel, et puis s'il veut bien, ça va être super. Et oui, sauf que voilà, l'histoire bouge à nouveau. C'était le titre d'un de mes articles que j'avais écrit il y a une dizaine d'années. Et je crois que c'est à peu près ça. Ça s'accélère, oui. Ça s'accélère. Merci beaucoup, monsieur. C'était très intéressant.